RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain des élections législatives en Allemagne, il nous a semblé opportun, pour ne pas dire indispensable, de consacrer une heure d'émission ce vendredi 28 février aux leçons à tirer de ce rendez-vous électoral anticipé, à expliquer les défis qui attendent notre voisin et principal partenaire européen et le pays le plus peuplé de l'Union européenne, pour comprendre, décrypter, mettre en perspective. Nous avons invité deux spécialistes des élections et de l'Allemagne, tous deux maîtres de conférence à l'Université de Lorraine. Anna Zielińska, maître de conférence en philosophie morale, philosophie du droit, philosophie politique, spécialiste de la rhétorique populiste et conspirationniste, diffusée sur les réseaux sociaux notamment, et qui enseigne également la philosophie politique sur le campus franco-allemand de Sciences Po à Nancy. Vous êtes également chercheuse aux archives Henri Poincaré, dont le siège est à Nancy. Les archives Henri Poincaré, c'est le centre de recherche pluridisciplinaire en philosophie, épistémologie et en histoire des sciences. Notre deuxième invité est Nicolas Batteux, maître de conférence, secrétaire de l'Association des jeunes chercheurs franco-allemands, chercheur au CEGIL. Le CEGIL, c'est le Centre d'études germaniques interculturelles de Lorraine. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de l'Allemagne du 19e à aujourd'hui. Vous avez beaucoup travaillé sur son histoire parlementaire et sur la social-démocratie en particulier. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation à cette émission, enregistrée hier jeudi en fin d'après-midi. Nous sommes ensemble pour 55 minutes d'échange, d'explications, d'éclairage qui permettront, je l'espère, de mieux comprendre ce pays fédéral aux 16 Länder, 83 millions d'habitants sur 357 000 km² réunifiés depuis 1990. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, le débat. Avant de vous donner la parole, je compléterai la carte d'identité rapidement brossée et quelques chiffres que vous pourrez bien sûr commenter et au besoin corriger. 4e puissance mondiale, l'Allemagne est le premier contributeur à l'Union européenne. L'Union européenne étant le principal marché de l'Allemagne, dont le PIB représente environ, le PIB de l'Allemagne représente environ 20% du PIB de l'Europe. L'Allemagne, c'est aussi le 4e contributeur des Nations Unies. C'est un pays peu endetté, et on reviendra sur cette question cruciale. Elle sait compter et peut compter sur des excédents commerciaux que lui envient ses autres partenaires européens, surtout la France. Mais l'Allemagne, c'est aussi un pays en récession depuis 3 ans. Ses points forts s'effritent, l'automobile, la chimie, les machines-outils, l'industrie pharmaceutique. À la crise économique s'est ajoutée à l'automne une crise politique, quand le parti libéral, le FDP, adepte de la plus stricte orthodoxie budgétaire, a quitté la coalition. Il conduisait avec le SPD et les Verts, obligeant le chancelier Scholz à prévoir des élections législatives anticipées, le mandat normal étant de 4 ans, si je ne me trompe pas, mettant un terme à un gouvernement qui aura tenu 3 ans. Nicolas Batteux, ce sont des élections qui marquent la pire défaite du SPD depuis 1945. Oui, effectivement. Alors, parler de défaite ici est peut-être aussi le signe d'une perception un peu française, puisqu'il y a effectivement des vainqueurs et des perdants aux élections. En l'occurrence, effectivement, le SPD a obtenu son score le plus faible dans l'histoire de la social-démocratie récente, avec un peu plus de 16%. Mais dans le même temps, il y a de très fortes chances, et même il est quasiment sûr, que le SPD restera un parti de gouvernement en coalition avec la CDU-CSU à la suite de ces élections. Avant de continuer plus avant, une explication du mode de scrutin s'impose peut-être. Je compte sur votre talent pédagogique pour nous éclairer sur un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Oui, donc en plus... Ou on vote 2 fois d'ailleurs dans ce pays. Oui. Donc la difficulté qui s'ajoute à cela, c'est qu'on a eu une réforme électorale, justement, qui a été mise en application à l'occasion de ce scrutin. Donc effectivement, les Allemands disposent de 2 voix lorsqu'ils participent aux élections législatives. La première voix leur permet d'élire une personnalité, d'élire le député de leur circonscription. Donc c'est la dimension personnalisée de ce scrutin. Avec la deuxième voix, les Allemands votent pour un parti politique.
Donc ils peuvent très bien voter, par exemple, pour un candidat social-démocrate dans leur circonscription, parce que c'est leur député depuis des décennies, parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils sont favorables à son action. Mais dans le même temps, avec la deuxième voie, ils peuvent voter, par exemple, pour la CDU. Donc il n'y a pas d'obligation à avoir, entre guillemets, une cohérence entre les deux voies. Et ensuite, donc... Ce qui explique qu'on ait plusieurs semaines, qu'il faut attendre plusieurs semaines pour avoir le résultat définitif. Oui, parce que aussi, donc, à la suite de cela, donc, on regarde la proportion de voix, donc de deuxième voix obtenue par chaque parti, et c'est cette proportion de deuxième voix obtenue par chaque parti qui va déterminer le nombre de sièges attribués à chaque parti pour chaque Land. Au Bundestag, alors. Au Bundestag, oui. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris. Vous l'avez expliqué clairement. Il faut bien se mettre dans la tête c'est en fait une voix divisée en deux, ou deux voix, on vote deux fois. Oui. On vote deux fois. Un petit rappel peut-être avant de prolonger l'analyse des résultats. Donc, le Bundestag, c'est 630 sièges, si je ne me trompe pas. Là. La CDU en a obtenu 208, soit 28,52%. N'a pas atteint les 30%, loin des 40 escomptés par le futur chancelier il y a quelques mois, ce qui était très optimiste. Hein. Oui. L'AfD, donc le parti d'extrême droite néo-nazi, 152 sièges avec 20%. C'est quand même une installation quand même de l'AfD. On reviendra un peu là-dessus. Dans le paysage politique, on verra où ça a le plus voté AfD. Le SPD a 120 sièges, donc avec 16%, un peu plus de 16%. Les Verts ont obtenu 85 sièges, donc à peu près 11%. Et Die Linke, né de l'ancien parti communiste de l'ex-Allemagne de l'Est, 64 sièges avec 8,7%. Et j'allais dire pour le fun, mais non, on a du respect quand même pour la démocratie, mais presque c'est le siège qui a été accordé à la Fédération des électeurs du Schleswig, l'accent du Sud, le parti politique de la minorité danoise, qui a obtenu un siège et qui est dispensé d'ailleurs de la clause des 5%, ce qu'il a fait 0,15%, donc très loin des scores des élections précédentes. Là, vous pouvez dire un mot pourquoi ce parti et pourquoi ce traitement, j'allais dire, de faveur sur cette... Oui, donc il y a une clause en Allemagne selon laquelle un parti doit obtenir au minimum 5% des voix à l'échelle fédérale pour pouvoir être représenté au Bundestag. Alors, les minorités culturelles reconnues et minorités linguistiques reconnues, comme la minorité danoise dans le Schleswig, bénéficient de cette exception. Donc, c'est pour cela qu'on a un député du Schleswig qui sera présent, mais cette exception n'est valable que pour ces minorités linguistiques et pas pour les autres partis qui sont soumis donc à cette règle des 5%. Les Allemands, d'ailleurs, profitent d'une loi analogue en Pologne, où une petite minorité, effectivement, allemande habite également, et ils sont également dispensés de la condition du seuil électoral. Donc, il y a 1 ou 2 députés de minorité allemande en Pologne. Donc, Anna Zielinska, j'allais venir vers vous, justement, pour souligner que ces élections en Allemagne ne sont pas déroulées dans des conditions, on va dire, sereines, hein. Un attentat quelques jours avant le rendez-vous électoral et un peu plus tôt le soutien direct, massif, j'allais dire sans filtre, d'Elon Musk à l'AfD. Et on pourrait aussi ajouter la violence du propos anti-européen par le vice-président américain à Munich. Est-ce que tout ça, ça relève quand même de la manipulation, surtout de Musk et de ses réseaux, un domaine que vous connaissez particulièrement bien? Donc la question de la manipulation, évidemment, est une question très large. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aux détails. D'où vient le vote AfD? C'est un vote extrêmement hétérogène. Donc il faut garder ça en tête. Et la question que vous posez, celle de savoir pourquoi Elon Musk s'intéresse à AfD, d'où vient cette amitié curieuse, c'est une question vraiment particulièrement intéressante à laquelle, je crois, personne ne peut répondre de façon univoque. Donc, nous avons plusieurs raisons, plusieurs motivations qui ont conduit des publics très différents à voter AfD. Je pense qu'il faut commencer par un public classique, hein, c'est-à-dire le public des personnes qui sont dans une position économiquement vulnérable depuis 35 ans maintenant. Donc, ces personnes de l'Allemagne de l'Est qui ont été lésées lors de la réunification. Il faut dire, quand on voit la carte, l'AfD fait surtout ses scores en Allemagne, en ex-Allemagne de l'Est.
Tout à fait. Donc ces gens, à partir de 2019 notamment, on a vu qu'ils ont commencé à massivement voter AfD. Mais ce sont des générations plutôt âgées maintenant. Ce ne sont pas de jeunes. Les jeunes qui votent AfD, et AfD fait partie de partis les plus les partis plébiscités par la jeunesse à côté de Die Linke, les jeunes votent AfD à cause ou partiellement à cause de la campagne extraordinaire qu'AfD mène sur TikTok depuis un bout de temps. Et c'est quelque chose qui passe complètement sous les radars de gens comme nous, tout simplement seniors, pour ainsi dire, ou jeunes seniors. Et puisque nous ne sommes pas sur TikTok, nous ne voyons pas comment ils font. Mais quantitativement, on a vu effectivement que AfD est le parti qui gagne sur TikTok, qui a une présence absolument extraordinaire. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un contexte électoral en lien avec TikTok qui est extraordinaire aujourd'hui. La Roumanie, comme vous savez, il y a 2 mois, a annulé les élections présidentielles précisément à cause de l'intervention de pouvoirs non identifiés, très probablement russes, via TikTok dans le processus électoral. Donc AfD profite effectivement de cette vivacité de ces nouveaux médias qu'il va falloir peut-être commencer à scruter beaucoup plus sérieusement dans les pays de la vieille Europe. Et donc l'influence de Musk, c'est X. Il est venu faire du commerce, un peu concurrencer TikTok. Donc c'est une troisième chose. La nouvelle amitié entre Musk et AfD, c'est une question, à mon avis, tout à fait différente. Et j'ai une hypothèse. Mon hypothèse fondamentale est la suivante. Vous allez me dire si elle est complètement erronée. Mon hypothèse est que Elon Musk fait partie de gens qui, aux États-Unis, ont envie, comme Donald Trump, évidemment, de se défaire complètement de tout poids des culpabilités historiques. Et donc, évidemment, si les personnes afro-américaines sont dans une situation de vulnérabilité économique ou sociale, c'est de leur faute. Ce n'est pas la faute du racisme structurel depuis des générations. Non, c'est de leur faute individuelle. Mais ça passe très, très, très mal, puisque précisément, il y a ce petit pays en Europe qui s'appelle l'Allemagne et qui nous rappelle que des injustices historiques sont essentielles pour comprendre le temps présent. Et Elon Musk, à mon avis, essaye de détruire exactement cela. Il essaye de détruire, en s'approchant d'AfD, l'idée même de la mémoire historique qui participe à la formation du présent. Ça, c'est mon hypothèse Musk, qui est donc indépendante à la fois du premier groupe des électeurs âgés, disons, des AfD de l'Est de l'Allemagne, deuxième groupe des électeurs TikTok, jeunes, etc., qui ont leur raison. Ça, c'est un troisième phénomène lié à AfD, et c'est un phénomène qui, à mon avis, nous concerne beaucoup plus encore que les 2 précédents, qui sont plus liés à l'Allemagne en tant que telle. Elon Musk va travailler sur nous ensuite. Vous partagez cette hypothèse, Nicolas Boiteux ? Oui, effectivement. Et aussi, je rajouterais, eu égard à l'AfD aussi, que l'AfD se place dans une rhétorique aussi anti-système extrêmement claire. Il n'y a pas de tentative de normalisation du discours, de polissage du discours de la part de l'AfD. On a une Alice Weidel qui explique dans les talk-shows qu'Hitler n'était pas conservateur, qu'il était communiste et que le consensus historique autour de la figure d'Hitler n'est pas si évident que cela, que certains historiens partagent aussi l'idée selon laquelle Hitler aurait été communiste. Donc elle défend ça avec un aplomb quand même assez impressionnant dans les plus grands talk-shows d'Allemagne. Et il me semble aussi que cette manière, cet usage aussi des outils de la démocratie, donc ce consensus historique qui existait en Allemagne, l'utilisation des outils démocratiques aussi, participe de cette tentative de déstabilisation des structures de la démocratie. Et c'est aussi de la démocratie et des valeurs démocratiques qui sont portées comme une norme. Et il me semble aussi qu'il y a là une convergence de vues entre Musk et l'AfD d'Alice Weidel. Et on voyait déjà aussi, dans les parlements aussi, que l'AfD, justement, a à plusieurs reprises aussi tenté de faire œuvre de subversion vis-à-vis des outils, des usages de la démocratie représentative
aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe du côté de l'AfD? C'est que vous citez sa présidente qui a fait des choix de vie qui ne sont pas tout à fait dans la lignée de l'AfD ou de ceux qui militent pour l'AfD. Hein. On va dire qu'elle est homosexuelle, c'est son rôle plus strict. Ce n'est pas tout à fait dans la ligne idéologique, j'allais dire, de l'AfD. Et en plus, on s'aperçoit que les principaux responsables de l'AfD sont de l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est l'Allemagne de l'Est qui vote pour eux. Et notamment le milieu ouvrier. Enfin, les ouvriers votent, je crois, à 30 ou 35% quand même pour l'AfD. Oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup de contradictions dans le profil d'Alice Weidel, qui ont d'ailleurs été pointées du doigt par les opposants d'Alice Weidel dans la campagne, même dans des dialogues citoyens qui ont lieu à la télévision avant les élections. Donc effectivement, Alice Weidel est homosexuelle, sa compagne est suisse d'origine sri-lankaise, elles élèvent toutes les deux enfants en Suisse. Et donc c'est un élément qui a été mobilisé dans les débats. Mais alors Alice Weidel ne voit pas de contradiction sur ce point. Bon, déjà, elle a tendance quand même à être très évasive et aussi parfois essayer de contre-attaquer ses adversaires pour dévier de ce point dans les discussions. Mais aussi, elle estime qu'il n'y a pas de contradiction dans la mesure où elle défend une image de la famille traditionnelle. Donc elle utilise le terme de Leitbild en allemand, c'est-à-dire l'image directrice. Donc, c'est-à-dire que pour elle, la famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Elle s'inscrit aussi dans la continuité de cette vision de la famille-là, même si elle ne l'adopte pas dans sa propre vie. Mais il n'y a pas de contradiction. Est-ce qu'on peut dire que l'AfD a atteint un plafond de verre avec 20%, ou si un jour, l'AfD, en dépit de tout le passé, risque d'accéder un jour au pouvoir en Allemagne, notamment parce que le cordon sanitaire sera rompu, comme on a semblé le voir au Parlement avec le vote commun de l'AfD et de la CDU sur une motion proposée par la CDU sur l'immigration. Alors, il y a quand même une marge de manœuvre, je dirais, il y a encore de la marge, si je puis me permettre, dans la mesure où l'AfD, pour pouvoir arriver au pouvoir, doit aussi faire des coalitions. Donc, il faut quand même, malgré tout, arriver à 50% des voix plus une. Et jusqu'à présent, il y a quand même ce consensus démocratique, ce cordon sanitaire tient encore, malgré cet épisode du 28 janvier 2025 dont vous parliez, ce consensus tient encore. Après, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que ce consensus va tenir encore très longtemps dans les Länder? Parce qu'il y a la politique à l'échelle fédérale, mais aussi à l'échelle régionale. Il y a déjà des accords locaux, là, d'ailleurs, dans certains Länder de l'Est. Alors non. Donc dans les gouvernements régionaux, non. Puisque par exemple en Thuringe... Mais dans les villes, là, peut-être. Alors dans les villes, là, c'est un peu plus flou, où parfois, justement, la question se pose de savoir comment on peut faire. Mais à l'échelle des gouvernements régionaux, non. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de coalition. Et vous, Anna Zienska, vous pensez qu'on a atteint un plafond de verre, que l'AfD restera marginalisée, qu'il y aura toujours un cordon sanitaire? Ou si vous pensez que... Ça, c'est évidemment la question est celle de savoir comment les Allemands, évidemment, vont répondre à cela. Ils savent très bien que la culpabilisation ne marche pas avec certains publics. Et ils ont vu les limites de la politique de la faute. Voilà. Et comment donc vont-ils réussir à faire intellectuellement un certain travail que nous avons réussi, je pense, en France en grande partie, c'est-à-dire un travail de visant à comprendre véritablement, avec compassion et avec bienveillance, les motivations du public qui vote pour AfD. J'ai l'impression que ça n'a pas été fait et du coup, ça continue à créer une sorte d'hostilité joyeuse, presque, qui... associé à la volonté de gens comme justement Elon Musk à briser tous les tabous, fait plaisir en fait. Ça fait plaisir que de voter pour quelque chose de complètement transgressif. AfD est devenu transgressif. Ce qui est intéressant, c'est que cette querelle autour de Hitler, oui ou non communiste, on a déjà essayé de la voir, comme vous le savez, au milieu des années 80.
C'était la querelle des historiens, où Eric Nolte, donc l'historien principal qui a essayé de dire que, écoutez, Hitler, c'est rien, c'est juste une répétition de ce que Lénine et Staline faisaient par ailleurs. Donc, il n'y a pas de spécificité des actions criminelles allemandes, c'était juste une sorte d'imitation. Évidemment, tout cela est faux. Hein. C'est faux, on le sait. Pourquoi ? Parce qu'on se rappelle que l'Allemagne a été un pays qui a qui a commis des génocides avant la Russie, en Afrique, dans le contexte colonial. Donc le premier génocide moderne, ça reste l'œuvre de la politique, hélas, allemande. Donc toute cette tentative de faire de Hitler une ombre de Staline, finalement, pas si important et qui ne définit pas l'histoire allemande, c'était des tentatives qui ont été déjà faites, qui ont échoué et qui, aujourd'hui, semblent effectivement refaire surface. Pourquoi on a réussi à s'en défaire dans les années 80 ? Parce qu'on avait des personnalités, des intellectuels très forts qu'on écoutait. Je pense ici évidemment à Jürgen Habermas en premier lieu, qui était vraiment l'ennemi principal de cette idée, qui s'est engagé dans ces débats. Est-ce qu'aujourd'hui, en Allemagne, on a des personnalités de ces types ? C'est là où j'ai envie d'entendre effectivement ton expertise à ces propos. Je ne connais pas les contextes allemands suffisamment pour le savoir. Est-ce qu'il existe des intellectuels consensuels comme Habermas l'était. Habermas est né en 1933, donc ce n'est pas quelqu'un qui va encore participer très activement à des débats, même si il est actif. Est-ce qu'il y a un débat intellectuel, justement, de Nicolas Boiteux, qui est supérieur à celui qui existe en France, parce qu'on dit qu'en France, il n'y a plus de débat intellectuel. Est-ce qu'il y en a encore un en Allemagne ? Je dirais qu'il n'y a pas de nouveau débat intellectuel à l'image de cette querelle des historiens qui a eu lieu dans les années 80. Non, effectivement, on ne retrouve pas ce type de débat. Par contre, on retrouve des manifestations dans la société civile aussi, des réactions malgré tout à ces transgressions aussi, où par exemple, après le vote de la résolution entre CDU et AfD, il y a eu de très nombreuses manifestations de la société civile qui montraient qu'il y avait malgré tout un rejet quand même important de ces accointances, ou du moins de ce vote favorisé par la CDU-CSU. On n'a pas évoqué le taux de participation là, à ces élections. Quel était-il ? Est-ce qu'il était... Alors, il était particulièrement haut. Alors, on était à plus de 82% des voix avant la prise en compte aussi du vote à distance, puisque les électeurs qui, par exemple, vivent en France, les électeurs allemands qui vivent en France, pouvaient voter aussi par correspondance. C'est un taux qui peut faire envie en France, là, plus de 80%. Oui, donc effectivement. Aussi, surtout à l'ouest et à l'est, où il y a... les deux. Oui, alors, j'ai pas d'informations sur la participation différenciée entre Est et Ouest. Aussi, dans la comparaison franco-allemande, il faut garder, je dirais, toute mesure, dans la mesure où là, véritablement, ce scrutin au Bundestag, c'est le scrutin essentiel en Allemagne. On peut... En France, c'est le scrutin présidentiel qui est la mère de toutes les élections. En Allemagne, c'est véritablement les élections législatives. Donc les élections législatives sont encore plus décisives en Allemagne qu'elles ne le sont en France. Ils ont le véritable exécutif, c'est le chancelier en Allemagne. Le président de la République a un rôle honorifique, on va dire quasiment. Oui, donc il signe, c'est lui qui signe les lois, qui dissout aussi le Bundestag. C'est ce qu'il a fait à la suite du refus de la confiance. À la demande du chancelier, là, quasiment. Oui. Justement, je voudrais revenir un instant là, sur la motion qui avait été votée sur l'immigration, qui était à l'initiative de la CDU et la CSU. Rappelons que la CSU, c'est l'aile bavaroise de la CDU, l'aile la plus à droite de la CDU. La motion prévoyait l'abandon de la législation européenne au profit d'une législation nationale plus restrictive vis-à-vis des demandes d'immigration. C'est quasiment une position soutenue en France par le Rassemblement national, là. Oui, alors peut-être deux choses. Pour commencer, ces deux motions qui ont été votées le 28 janvier n'étaient pas des textes de loi en tant que tels. C'était des positions de principe
que comptaient adopter les partis au Bundestag. Donc ils n'avaient pas valeur de loi pour le coup. Donc c'était des positions de principe qui étaient adoptées. Et ces positions de principe, elles montrent aussi la volonté de la CDU de Friedrich Merz de se placer plus à droite, en tout cas plus à droite qu'Angela Merkel à son époque, et de montrer véritablement que la CDU avait pris aussi à son compte ces questions migratoires. C'était deux ennemis jurés, puisqu'Angela Merkel avait mis sur la touche Friedrich Merz, qui, entre parenthèses, n'a jamais exercé de fonction gouvernementale. Oui, effectivement, il y a une très longue histoire entre Friedrich Merz et Angela Merkel, puisque Friedrich Merz avait des fonctions exécutives au sein de la CDU au début des années 2000 et a été petit à petit isolé de la direction au moment où Angela Merkel est devenue chancelière. Donc ensuite, Friedrich Merz est parti dans le privé et il est revenu donc en politique en 2018 au moment où Angela Merkel avait annoncé son souhait de quitter la présidence de la CDU et où Friedrich Merz avait tenté sa chance. Donc il avait échoué à ce moment-là contre Annegret Kramp-Karrenbauer. Et il avait retenté ensuite sa chance en 2021, là où il avait échoué face à Armin Laschet, avant de remporter le siège, le poste de président de la CDU. Donc effectivement, il y a une histoire très contrariée de Friedrich Merz au sein de la CDU et aussi avec les responsabilités et le pouvoir. Anna Zelinska, est-ce que vous êtes surprise par le débat autour de l'immigration en Allemagne avec notamment tous les reproches qui sont faits à Angela Merkel? Est-ce qu'elle pouvait faire autrement en 2015 d'accueillir des réfugiés syriens là? Évidemment, elle pouvait faire autrement, mais ce qu'elle a fait, ça reste un moment clé de l'histoire du XXIe siècle. Et si ce n'était pas une prise de position forte, on ne serait pas aussi attaché à cette idée. Donc, évidemment, l'histoire va s'en souvenir. Ça reste assez extraordinaire. Le fait qu'on en reparle aujourd'hui, ce n'est pas... Les craintes allemandes concernant l'immigration ne sont pas forcément liées à cela, je ne pense pas. Je pense que le contexte de l'insécurité mondiale a largement dépassé la guerre en Syrie. Et ce sont des craintes que beaucoup de pays ont et que, je pense, les partis doivent adresser, non pas avec peut-être des lois restrictives, mais au moins en reconnaissant certaines difficultés de certaines populations pour ne pas les minimiser et pour essayer de trouver avec les populations en question, les populations donc allemandes qui expriment certaines peurs, pour essayer de trouver des solutions sans les condamner. Donc effectivement, je pense que l'Allemagne est suffisamment mature pour faire ce travail autour des peurs dont nous parlons. Et de nouveau, je ne pense pas que ce soit tout à fait central. Nous devons quand même garder en tête l'idée qu'on parle d'un pays qui a accueilli 1 million de migrants et c'est un pays où 80% des personnes ne votent pas à l'extrême droite, 10 ans plus tard. Donc oui, on est sidéré par ces redoublements de voix. Donc, AfD passe de 10 à 20%. Certes, c'est sidérant, mais je ne pense pas que ce soit lié particulièrement à des questions migratoires. Je pense que c'est lié à tout un ensemble d'ambiances à la fois internationales et de la désinformation et Elon Musk et toutes sortes de provocations. Donc, je pense que se concentrer sur la question migratoire, ce n'est pas forcément une bonne idée. Je pense que ce qui est important, et on n'en a pas parlé encore, c'est la guerre. C'est la guerre en Ukraine, qui est une guerre réelle. Et là, pour le coup, les Allemands ont peur. Beaucoup plus, je pense, que de migrants en général, puisqu'ils n'ont pas... AfD fait partie des partis pro-russes. Donc, évidemment, il y a ici aussi cette dimension où certains peuvent voir dans AfD une promesse de la paix. Complètement illusoire, mais une promesse de la paix. Donc justement, vous parliez de l'AfD, des partis pro-russes. L'Allemagne a été longtemps entretenu des liens transatlantiques, j'allais dire très étroits avec les États-Unis. C'était l'un des pays européens les plus pro-américains. Friedrich Merz a pris vraiment ses distances par rapport aux États-Unis. On va le voir juste après le jingle. On va pas se raconter d'histoire sur RCN.
On va parler bien sûr des relations entre l'Allemagne et les États-Unis aujourd'hui avec Trump. Et on va peut-être déjà, j'ai demandé à Nicolas Batteux de présenter Merz, vous l'avez un peu décrit dans son rapport à Merkel. C'est le 10e chancelier probable, hein, très probable, même si on sait que les négociations vont prendre du temps, puisqu'en Allemagne, on négocie un programme très détaillé. Hein, on ne met pas la charrue avant les bœufs comme en France, par exemple. Donc Merz, il a 69 ans, il mesure 1,98 m. C'était un homme d'affaires, il n'a jamais gouverné, je le disais il y a un instant. Il est réputé sanguin et prompt aux dérapages verbaux. C'est le Monde qui le disait dans un papier cette semaine. Et pourtant, il devra se monter fin négociateur avec le SPD et sans doute les Verts. Est-ce que les négociations, à votre avis, vont être longues, pas longues comment ça va se passer et comment interpréter cette prise de distance par rapport aux États-Unis ? Oui, alors Friedrich Merz, donc pour revenir sur le personnage, est un conservateur pur sucre pour le coup, donc très en faveur d'une orthodoxie budgétaire, très favorable aussi à une politique de l'offre assez classique et assez libérale pour le coup. Vous avez évoqué ces dérapages verbaux, effectivement. Alors, il y a eu plusieurs controverses autour de ce personnage. Alors, une controverse déjà autour de la vision des femmes de Friedrich Merz, parce qu'on voit finalement très peu de femmes dans l'entourage de Merz. Et il a eu certains propos dans le passé qui ont suscité la polémique. Et d'ailleurs, il y a eu une image assez frappante qui a été diffusée dans les médias allemands il y a quelques jours, dans laquelle on voyait les négociations à l'intérieur de la CDU-CSU avec les responsables de la CDU et de la CSU les uns en face de l'autre. Et on avait 4 hommes. Aucune femme à l'horizon. Et c'était un peu, pour certains, c'était un petit peu le symptôme de la vision de la femme de Friedrich. Vous voulez dire qu'il en est resté à ce qu'on appelait les 3 K, là oui. Küche, Kirche, Kinder Oui, alors... Bon. L'église, la cuisine, les enfants oui, peut-être pas. Et aussi, donc Merz a vraiment aussi cette image du conservateur des années 90. Un conservateur qui ne se serait pas forcément adapté aux nouveaux débats, aux nouvelles questions du 21e siècle. Il y a eu beaucoup cette image qui a été présentée de lui dans les médias. Alors pour les dérapages verbaux, alors il y en a eu quelques-uns et aussi Merz a dû se rétracter à plusieurs reprises. Donc par exemple en 2022, il expliquait qu'il y avait un tourisme social de la part des Ukrainiens qui venaient à la suite de la guerre en Ukraine et qui, pour certains, venaient en Allemagne pour prendre des rendez-vous chez le dentiste, repartaient en Ukraine, puis revenaient en Allemagne. Alors ça a suscité une levée de boucliers. Ce qui a fait douter de son éventuel soutien une fois qu'il deviendrait chancelier, quand même. Oui, donc ça avait déjà suscité un grand nombre de questions. Et aussi, début 2023, donc après des violences qui avaient eu lieu au cours de la Saint-Sylvestre 2022, il avait parlé d'enfants d'immigrés qui se comporteraient comme des pachas dans les écoles et qui ne respecteraient pas les règles qu'on essaie de leur imposer. Donc il y a eu plusieurs sorties de Friedrich Merz. Et d'ailleurs, dans la campagne, la question c'était, est-ce que Merz va parvenir à se contrôler ? Est-ce qu'il va céder à ce tempérament sanguin ? Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que dans les débats avec Olaf Scholz, Merz a réussi à rester assez calme, et c'est Scholz, justement, qui était davantage à l'attaque face à lui. Maintenant, pour les coalitions, alors les Verts ne risquent... Oui, on avait d'ailleurs l'impression que le challenger n'était pas Merz et que c'était Scholz. Oui, disons que Scholz avait beaucoup de voix à rattraper. À ce moment-là, on était dans un rapport 30-15% des voix, donc c'était Scholz qui devait prendre l'initiative. Maintenant, pour ce qui est des coalitions, on aura très certainement une grande coalition, c'est-à-dire une coalition entre CDU-CSU et SPD. Alors, les Verts ne seront pas impliqués, très vraisemblablement. Parce qu'il avait été question d'une coalition CDU-Vert, d'ailleurs, à un moment donné. Oui, mais... sans le SPD. Là, arithmétiquement, il n'y a pas de possibilité de former une coalition entre les deux. Les Verts ont obtenu un peu plus de 11%, donc c'est mathématiquement pas possible. Avec 85 sièges, là, je crois à peu près. Oui. Là, donc ça n'est pas possible. Friedrich Merz avait dit dès le départ qu'il préférait une coalition avec un partenaire pour simplifier les choses et la prise de décision. Donc là, on est parti effectivement pour une coalition avec le SPD.
Maintenant, les négociations doivent avoir lieu. Le SPD aussi va chercher à négocier, à obtenir des choses aussi dans ces discussions. Et ça va leur donner 120 et 200, ça va leur donner 320 sièges. Oui, un peu plus de 320 sièges et la majorité est à 316. Donc ils auront la majorité, mais ça pose d'autres questions, notamment pour des modifications de la Constitution. Puisque pour modifier la loi fondamentale, la Constitution allemande, il faut 2/3 des voix. Et là, ils n'ont pas justement cette majorité. Donc, je commençais d'aborder, comment ça va se passer par rapport aux États-Unis? Est-ce que vous sentez une coalition Allemagne, France, Royaume-Uni pour tenir tête parce qu'on voit l'Europe en train de flotter par rapport aux États-Unis. Là, on sent qu'il n'y a pas d'unanimité autour de là. Est-ce que l'Allemagne va rentrer en résistance alors qu'on sait qu'il y a encore 35 000, je crois à peu près, ou 40 000 soldats américains qui sont sur le sol allemand là. Oui, donc, il ne faut pas oublier que Friedrich Merz reste quand même profondément atlantiste. Malgré tout, il y a un attachement très profond à la relation aux États-Unis. Maintenant, ce qui peut bouger, c'est au niveau de la relation européenne. On a déjà vu que mercredi soir, Friedrich Merz s'est rendu à Paris pour discuter aussi avec Emmanuel Macron. Il a dit dès la campagne aussi qu'il souhaitait se rendre aussi en Pologne pour réactiver l'axe franco-germano-polonais pour donner de nouvelles impulsions à ce niveau-là. Le triangle de Weimar, qui avait l'occasion de se réunir par le passé 2 fois à Nancy d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc là, il y a une possibilité d'accroissement de ce dynamisme, aussi d'initiatives plus grandes, parce que Olaf Scholz a été aussi critiqué pour ces tergiversations, la dimension timorée un peu de sa politique, où on fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Et là, peut-être aussi qu'avec Friedrich Merz, on aura aussi de nouvelles possibilités à ce niveau-là. Anna Zelinska, est-ce que vous pensez que l'Allemagne va servir toujours d'intermédiation avec les pays d'Europe centrale? Est-ce qu'elle va avoir renforcé ses relations avec la Pologne, veiller sur ce qui se passe en Roumanie, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, et vers les pays baltes? Est-ce qu'elle a toujours ce rôle qu'on lui prêtait? C'est intéressant que vous voyez le rôle de l'Allemagne de cette façon. Effectivement... Je pose la question. Donc, la question allemande, s'il y en a une, en Europe de l'Est et surtout en Pologne, c'est une question extrêmement divisive. Donc, toute la droite conservatrice polonaise est viscéralement anti-allemande. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, c'est un ennemi qui est... On peut être anti-allemand, on ne peut pas être raciste, on ne peut pas être antisémite. Il est de plus en plus difficile d'être homophobe. Les conservateurs ont essayé et ça n'a pas si bien marché pour eux. Être anti-allemand, c'est fédérateur et c'est relativement consensuel. Donc effectivement, depuis quelques années, l'Allemagne est devenue vraiment le bouc émissaire de la droite polonaise. D'autant plus qu'effectivement, Donald Tusk, qui est donc le Premier ministre polonais centriste, libéral, a... Il a la tête d'une coalition quand même très large. Tout à fait, coalition qui gouverne évidemment. Donc depuis l'automne 2023, Donald Tusk et les libéraux gouvernent la Pologne après la défaite des conservateurs. Donc Donald Tusk est une figure qui est associée d'une certaine manière à l'Allemagne et qui est présentée comme un serviteur de l'Allemagne par les conservateurs. Donc la chose qui est intéressante, c'est ce qui va se passer en Pologne en mai. Il y a des élections présidentielles. Il y a 2 élections présidentielles importantes. En mai, c'est la Roumanie, le 8 mai, et ensuite le 18 mai, la Pologne. On va voir donc quels seront les succès de la propagande russe dans le cadre de ces 2 élections. Donc ça, c'est le premier défi. Et aussi, actuellement, les conservateurs n'ont en Pologne aucune chance en ce qui concerne les sondages. On ne sait pas ce qui peut se passer pendant 3 mois. Le pays s'est doté, comme l'Allemagne depuis plusieurs mois. Les 2 pays, la Roumanie beaucoup moins, parce que, je ne sais pas, ils n'ont pas prévu forcément cela. L'Allemagne et la Pologne se sont dotés vraiment des organismes étatiques visant à contrer la propagande russe.
La France aussi a un plan comme ça. Donc, on est maintenant tout à fait conscient de l'existence de ces dangers et on lutte contre ces dangers. Et donc, je pense qu'avec... Vous pensez que c'est un danger, justement, là, de manipulation via les réseaux, de désinformation? C'est un danger qu'on sous-estime là, dans nos démocraties là. Il est énorme. Il est énorme, non pas par les immenses, par des mensonges immenses qui sont avancés, mais justement par des petites choses auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire des mini-phrases qui décrédibilisent les Ukrainiens, qui permettent de suggérer que finalement, cette guerre, ce n'est pas une guerre. Si la vie des Ukrainiens, elle est tout à fait facile, et s'ils viennent en Occident, c'est juste pour leur confort personnel. Ces mini-suggestions, répétées 1000 fois de différentes manières sur les forums Internet, par des trolls qui sont payés par la Russie, qui travaillent depuis la Russie, mais qui travaillent par exemple depuis la Macédoine. On sait très bien qu'il existe vraiment La Macédoine, dont le régime est pro-russe. Tout à fait. Donc, il y a des offices, des bureaux entiers, des gens qui ne font que ça, des commentaires personnalisés sur les forums qui visent à instiller les doutes. Et ça marche. Ça marche très bien avec des personnes, avec des générations des seniors, d'une part, et avec des très jeunes. Est-ce que vous pensez que l'Allemagne... alliés à la France, éventuellement à la Grande-Bretagne, vont pouvoir peser sur l'avenir de l'Ukraine là, face à Trump et à Poutine. J'allais reposer la question aussi à Nicolas Batteux, puisque l'Allemagne avait, ce qui était une vraie révolution en Allemagne, décidé de dépenser 100 milliards dans les prochaines années là, pour moderniser sa défense. Après, il faut voir un peu le détail, voir si c'est pour acheter des avions américains ou si c'est pour s'équiper en matériel français, ou européen. Est-ce que ça va suivre Est-ce que Merz va continuer dans la même lancée ou pas? Alors, Friedrich Merz se veut offensif, en tout cas dans son discours. Et d'ailleurs, donc, il appelle à des négociations très rapides pour former une coalition, en indiquant aussi que personne n'attend l'Allemagne. En fait, il faut que l'Allemagne se hâte, se dépêche d'entrer aussi dans ces dialogues, parce que personne ne va attendre l'Allemagne, justement. Donc je pense qu'il va essayer au sein des institutions européennes de peser aussi, sans doute. Et effectivement, il y a eu un vrai changement de paradigme qui s'est aussi opéré dans la perspective allemande en 2022. Donc Olaf Scholz a parlé de Zeitenwende, de changement d'époque, avec cette mise en place d'un fonds d'investissement dans la Bundeswehr. Donc la Bundeswehr reste malgré tout encore très faible et en manque de moyens jusqu'à ce jour. Et des fonds doivent être aussi mis en place pour continuer aussi sur cette voie. Mais rien n'est fait pour le moment. Donc justement, il faut éventuellement emprunter, il faut éventuellement s'endetter. Alors, ce qui est complètement contraire, là, justement, au paradigme allemand, là, qu'on va dire. Oui, donc là, on entre dans la question très, très délicate. On rentre dans le dur, là. Oui, parce qu'effectivement, donc on a un frein à l'endettement en Allemagne qui impose un endettement au maximum de 0,35% du PIB. Donc là, si sans réforme... Ça, c'est la Constitution qui l'impose ou si c'est Oui, depuis 2009, c'est ancré dans la Constitution. Et donc, pour pouvoir modifier ce frein à l'endettement, il faut une réforme constitutionnelle. Voilà. On a besoin des 3/5. Des 2 tiers. Des deux tiers. Oui, des 2 tiers. Et donc là, le problème qui se pose, c'est que la future coalition n'aura pas ces 2 tiers. Et alors, il y a eu des tergiversations au cours des derniers jours pour savoir, est-ce qu'on ne devrait pas, avec le Bundestag actuel, voter tout de suite une réforme pour pouvoir justement valider ce principe par la suite. Donc finalement, ça n'a pas été adopté. Et alors, il y a des discussions sur ce qui sera fait. Possiblement, on exclura les dépenses de défense de cette règle pour permettre justement ces investissements. Mais par le passé, les Verts et le SPD avaient proposé à la CDU de réformer le frein à l'endettement et la CDU avait refusé, justement. Donc là, Friedrich Merz se retrouve aussi face à ces contradictions. Comment ce recours à éventuellement un endettement pour s'armer, ce changement de paradigme en Allemagne, parce que l'armée était une question, la défense était une question taboue, et ancrée et surveillée par tous les autres pays. Comment c'est perçu en Europe centrale aujourd'hui, là, ce réarmement de l'Allemagne?
Pour l'instant, l'Europe centrale, la Pologne, de nouveau, c'est vraiment l'endroit qui s'arme le plus. Effectivement, la Pologne investit énormément et le budget militaire de la Pologne atteint 5% du PIB. Donc, c'est assez extraordinaire. Et ça va être... c'est le pays, d'ailleurs, qui consacre le plus fort pourcentage, je crois, de son PIB à la défense. Et probablement, cela ne pourrait pas être possible sans les Américains, effectivement. Donc, le lien à l'OTAN, le lien des Polonais à l'OTAN, c'est le lien qui a été dénoncé de façon indigne par tout un ensemble de personnalités politiques en France il y a quelques années, dans le contexte du début de la guerre en Ukraine, où on disait que les pays de l'Est sont des serviteurs de l'OTAN. Donc ces accusations indignes de Ségolène Royal, de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, on s'en souvient, elles étaient fondées sur l'incompréhension fondamentale de l'histoire de l'Est. Donc là, on a une situation tout à fait nouvelle. C'est vraiment un changement de paradigme pour les Polonais de se réjouir à l'idée de voir l'Allemagne s'armer. Donc j'espère qu'effectivement l'Union européenne va jouer son rôle et la confiance effectivement va continuer. Donc là, je pense qu'on est relativement confiant de façon générale, surtout que vraiment le soutien de la plupart des Polonais pour l'Ukraine et la crainte réelle de la folie de la Russie fait qu'on ne peut qu'être ensemble dans ce contexte. En revanche, il y a un endroit où on semble perdre les horizons communs, et comme nous n'avons plus beaucoup de temps, je me permettrai juste les citer. On ne parle pas du tout de l'écologie et de la baisse des verts. Donc, est-ce que vous avez pensé à évoquer cette question? Est-ce que cette question vous paraît pertinente dans le contexte de ces élections? Puisque vous le soulevez, effectivement, là, j'ai noté qu'il y avait une baisse des verts, mais que l'écologie n'a plus la cote nulle part. D'ailleurs, elle l'a plus en France, elle l'a plus en Europe. L'Europe est en train de réviser ses normes. Effectivement, les écologistes pesaient fortement en Allemagne. Aujourd'hui, ils vont se trouver hors jeu. Vous le disiez, Nicolas Batteux. Oui, dans la campagne, effectivement, il y a eu deux enjeux principaux, c'était l'immigration et l'économie. Ouais. Et si on regarde l'ensemble des débats qui ont eu lieu dans cette campagne, il y en a eu beaucoup dans les 10 jours avant la campagne, il y en avait quasiment un chaque soir. Et on a très peu parlé d'écologie. On a parlé d'écologie dans le dernier débat, pendant un tiers de la soirée. Donc effectivement, ça témoigne d'un changement aussi dans la perception de cette question. Donc ça a aussi désavantagé fortement les Verts, qui ont dû se positionner aussi sur ces questions, plutôt sur les questions de migration, sur les questions d'économie, sur lesquelles ils ne sont pas perçus comme experts par la population qui vote. Donc ça a été effectivement un problème. Et aussi, on a l'AfD, par exemple, qui a défendu un discours extrêmement radical sur le sujet, où elle promettait de supprimer toutes les éoliennes. Donc elle a parlé de Windmühle der Schande, donc c'est des éoliennes de la honte, avec encore une fois une réutilisation d'une expression forte à l'extrême droite. C'est un discours qu'on retrouve dans le RN d'ailleurs en France, là, sur les éoliennes. Oui, qu'on retrouve aussi dans d'autres partis, mais cette mobilisation rhétorique avec de la honte, avec ce complément de la honte aussi, qui est assez typique. Et pour elle, dès qu'on parlait d'écologie, la mesure c'était renouer les liens avec la Russie pour que les prix de l'énergie baissent, rouvrir les centrales à charbon, rouvrir les centrales nucléaires. C'était ça l'écologie pour elle. Oui, parce que l'Allemagne était très liée justement avec l'énergie, avec la Russie. Même si ça avait fortement diminué quand même depuis quelques années, notamment sous Merkel, la dépendance était moins forte. Mais elle reste quand même encore importante. Cette dépense avait augmenté pour le coup au cours de l'ère Merkel, avec la mise en place aussi des... Ça avait augmenté, parce que j'avais vu que ça avait baissé. Avec les gazoducs Nord Stream 1 et aussi la mise en place de Nord Stream 2, donc Nord Stream 2, qui a été mise en place juste au moment de l'agression russe en Ukraine. Donc les Allemands ont dû trouver un moyen de se passer progressivement de ce gaz russe. Donc les
les pipelines ont été fermés, mais la dépendance était extrême vis-à-vis de la Russie. Oui, était très, très, très forte. Justement, vous évoquez l'écologie. Restons-y quelques instants. Anna Zielinska, qu'est-ce que ça vous inspire, là, justement, vous, cette disparition de l'écologie, du débat À vrai dire, cette disparition était déjà visible dans des sondages vraiment d'opinion publique, quand on voyait effectivement quelles sont les plus grandes inquiétudes des gens. Donc, je suis de très près les sondages de ce type. Je suis une fan des sondages, si vous voulez. Et ça a déjà baissé il y a 1 an, 2 ans. Ça a commencé à baisser. Et effectivement, les actions il y avait une campagne de propagande dans la presse populaire allemande, dans des Bild, dans des journaux de ce type, contre les écoterroristes. Donc effectivement, le discours contre les écoterroristes, soi-disant, évidemment entre des gros guillemets, donc nous comprenons par cela tout simplement les jeunes gens qui s'assoient au milieu de la route pour bloquer le passage le passage sur les autoroutes pour protester contre certaines contre l'inaction climatique, disons. Donc cet écoterrorisme a été véritablement mis en exergue massivement. Donc ça, c'est la première chose qui dure depuis 3 ou 4 ans. C'était une des grands journaux populaires. Une deuxième chose qui est étonnante, c'est que nous avons évoqué que le vote de jeunes, c'était le vote de Die Linke, la gauche et évidemment AfD. Les Verts sont en 3e position chez les jeunes, alors que c'était les partis de jeunes typiquement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette jeunesse, notamment celle qui est passée de Verts vers Die Linke? Il faut savoir que les Verts et Die Linke ont, parmi des différences ordinaires, c'est que Die Linke est de nouveau moins anti-russe. Donc, Die Linke est plus pro-russe. Donc, les jeunes de gauche se sont détournés, me semble-t-il, du parti Vert qui était, lui, vraiment très hostile à la Russie. Donc, effectivement, j'ai l'impression, hélas, que la jeunesse allemande a perdu cette conscience historique du problème russe actuel. Vous partagez, Nicolas Batteux? Oui, alors j'ajouterais peut-être aussi un point. Alors déjà, les Verts ont servi de surface d'opposition de manière très intense dans la campagne. Beaucoup de partis se sont positionnés par rapport aux Verts, par rapport à Robert Habeck, leur candidat. Donc c'était une écologie absurde qui serait menée par Habeck, qui était ministre de l'économie, vice-chancelier ministre de l'économie et de l'environnement dans le dernier gouvernement. Donc il a pris beaucoup de coups au cours de cette campagne. Et donc il était mis en avant comme le symbole d'une écologie contre le bon sens, contre les préoccupations des gens. Et maintenant, pour ce qui est aussi de la question des jeunes par rapport aux Verts, donc effectivement, il y a une grande déperdition de l'électorat vert qui s'est reportée sur Die Linke. Il y a environ 700 000 électeurs des Verts de 2021 qui sont partis voter pour Die Linke en 2025. Donc là, il y a peut-être ce rapport à la Russie, mais il me semble aussi qu'il y a la stratégie politique choisie par Robert Habeck qui joue aussi un rôle. Parce qu'il y a une stratégie aussi d'embourgeoisement, entre guillemets, de respectabilité, qui a été mise en œuvre chez les Verts sous Habeck, sous Annalena Baerbock, où les Verts devaient montrer qu'ils étaient capables d'accéder aux responsabilités, que c'était des partenaires sérieux de coalition. Et avec cette respectabilisation, entre guillemets, aussi, les Verts sont perçus comme se détournant de leur électorat premier, qui est plus radical sur certaines questions, dont l'écologie. Et c'est pour cela aussi que Die Linke a pu en profiter. Il nous reste 2 minutes, donc on pourrait encore en débattre pendant très longtemps sur l'Allemagne. Est-ce qu'on ressent encore aujourd'hui fortement en Allemagne les fractures territoriales ouest-est ou pas, Nicolas Batteux? Oui, ça reste dans tous les cas une fracture importante. D'ailleurs, dans le gouvernement allemand, il y a toujours une personne qui est responsable aussi des Länder de l'Est, entre guillemets. Et c'est une question qui revient toujours aux élections aussi, dans les médias, où à chaque fois, on pointe du doigt la différence qui existe toujours. Oui. Je tiens justement à signaler une petite chose, nous ne l'avons pas forcément en tête, mais regardez combien de temps l'Allemagne a été divisée, 40 ans, et depuis combien de temps elle est unie, 35 ans.
Donc ces deux périodes vont bientôt être égales. Et cette rupture, pourtant, est extrêmement ressentie. Et j'ai l'impression que les conséquences de cette rupture vont être plus longues que la rupture elle-même. Je vous remercie aussi, Anna et Nicolas, pour ce débat passionnant. Moi, je citerai juste un livre que vous connaissez parfaitement tous les deux pour terminer. C'est Le mythe de l'État d'Ernst Cassirer, un livre qui a été écrit en 1945, si je ne me trompe pas. Le meilleur Cassirer, lisez-le. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci. RCN, www.rcn-radio.org